tous, nous sommes heureux de vous retrouver pour une nouvelle conférence dont le thème sera ce soir « Utiliser la méditation en relation d'aide ». Bonsoir Christian. Bonsoir Estelle, bonsoir à tous. Bien, on va commencer avec les questions habituelles que nous avons eues durant cette semaine. Bon, peut-être déjà avant d'entamer le sujet, tu as suivi des enseignements avec des maîtres tibétains de méditation. Peux-tu te présenter brièvement sur ce sujet? Oui, brièvement, oui. J'ai une trentaine d'années de pratique en méditation tibétaine avec des grands maîtres tels que Bokar Rinpoche, qui était une lignée, avec Kelo Rinpoche. À l'époque, donc, j'ai passé une trentaine d'années dans ce style de méditation, tout à fait. D'accord, bien. Bien, alors, comme je te le disais juste avant, des internautes nous ont envoyé des questions, puisqu'ils souhaitaient mieux comprendre en fait ce qu'était la méditation. Souvent d'ailleurs, ils lisent plusieurs versions différentes, donc ils souhaitaient poser ces questions pour clarifier tout simplement, et puis surtout connaître ta position à ce sujet. Alors on a Michel, qui a 52 ans, et qui demande comment faire pour ne penser à rien dans la méditation. Oui, c'est une bonne question, parce que souvent on pense que la méditation, c'est ne penser à rien. Donc finalement, ce n'est pas penser à grand-chose, en fait, mais en fait, déjà penser à rien, c'est déjà penser. En fait, la méditation, ce n'est pas penser ou de ne pas penser. En fait, la méditation, c'est très simple. C'est compliqué à pratiquer, mais en fait, c'est extrêmement simple. Ce n'est pas bloquer ses pensées, ça c'est la première chose, mais ce n'est pas les suivre non plus. Ce n'est pas les suivre dans la mesure où cette pensée est une énergie de l'esprit, et il faut que cette énergie de l'esprit retourne dans l'esprit. Cela est méditation. Donc il ne s'agit pas de penser à quoi que ce soit, aussi bien à rien qu'à quelque chose, mais le fait déjà de penser à rien, c'est déjà penser. Alors même si on veut penser à rien, c'est pas grave. Le tout, c'est de ne pas s'accrocher à cela, et surtout à rien. D'accord. Oui, en fait, la difficulté, c'est dans la méditation, dès qu'on veut arrêter un petit peu de penser ou se calmer mentalement, en fait, c'est là où beaucoup de pensées viennent nous assaillir, et c'est souvent très difficile de déjà faire la part des choses, et puis aussi de calmer l'esprit, parce qu'en général, c'est quand on veut le calmer que ça commence à s'agiter. Alors, quel conseil pourrais-tu donner à ce niveau-là? Bien sûr, l'être humain est fait pour penser. Il a deux formes de pensée, des pensées conscientes qu'on utilise quand il faut, puis des pensées inconscientes, ce dont tu parles, et en fait qui nous assaillent toute la journée. Donc il suffit de... Mais dans la journée, on ne le sent pas, on ne le voit pas. Par contre, quand on commence à se poser, quand on commence à poser l'esprit, les pensées viennent. En fait, elles ont toujours été là, mais je conscientise le nombre de pensées que j'ai sans arrêt. Le tout, ce n'est pas de ne plus penser, bien sûr que non. Ce n'est pas suivre ses pensées. Quand tu dis qu'au quotidien, les pensées sont là, mais on ne s'en aperçoit pas, qu'est-ce qui fait en fait qu'on ne s'en aperçoit pas si elles sont là? Parce que justement, on est toujours centré sur quelque chose. Il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela, je regarde telle chose, je regarde une autre, je touche tel objet, etc. Je fais quelque chose, j'entends, je vois, bien sûr, je touche, je goûte, je sens, etc. Donc les 5 sens sont toujours en émoi. Et à partir de ce moment-là, mon esprit se focalise sur l'intérêt qu'il a sur le moment. Mais les autres pensées sont toujours là, mais je ne les vois pas, je ne les entends pas et je ne les goûte pas non plus. D'accord. Donc ça veut dire que, par exemple, dans la journée, on a l'esprit focalisé sur ce qui se passe autour de nous. Et comme dans la méditation, c'est censé être une introspection, on est plus à l'écoute de soi. Et en étant plus à l'écoute de soi, on peut voir ou prendre conscience de toutes ces pensées qui sont là, en fait. C'est bien ça? Exactement. En fait, nous sommes assaillis de pensées, mais on ne s'en aperçoit pas. Quand on commence à vouloir faire de la méditation, quand on commence par exemple une méditation très simple, à poser l'esprit quelque part, à poser l'esprit sur un objet, par terre, sur un point, c'est là où on voit le nombre de pensées que nous avons. Parce que justement, on n'est pas focalisé sur quelque chose, mais le point n'est pas le point d'intérêt, mais c'est un point simplement pour être présent à soi-même.
que l'esprit ne vagabonde pas, enfin il ne vagabonde plus ou ce genre de choses. À partir de ce moment-là, il est évident que le nombre de pensées va arriver. Donc voilà pourquoi, parce que ce n'est pas du tout parce que je médite que j'ai des pensées, c'est tout simplement, c'est le flot de pensées que je conscientise, que j'ai toute la journée, mais que je ne peux pas voir, ni ressentir non plus. D'accord, donc finalement, si je t'ai bien compris, c'est tout à fait normal d'avoir plein de pensées quand on médite. C'est justement le sens de la pratique. Par contre, tout l'intérêt, c'est de savoir quoi en faire. Et tu disais, ne pas les suivre, ne pas les bloquer. D'où aussi un accompagnement à ce niveau-là pour pouvoir méditer correctement. Je comprends que ça puisse être difficile quand on est tout seul, en fait. Absolument, il faut absolument un instructeur parce Oui. que nos pensées sont envahissantes, Oui. comme tu le sais, c'est-à-dire ce sont des pensées très très larges et qui viennent sans arrêt. Et en général, elles tournent en boucle. C'est-à-dire, évidemment, donc elles reviennent sans arrêt. Elles reviennent systématiquement en boucle. C'est fixant, en fait. On appelle ça des fois des fixités parce que ça n'arrête pas de fixer l'esprit à ce niveau. Tout à fait. Qu'est-ce qui fait que ça fixe, que c'est fixant, que ça revient en boucle? Parce qu'on pourrait se dire, bon, bah, la pensée, j'en veux plus, mais elle revient tout le temps. Alors, qu'est-ce qui explique cela et comment peut-on l'apprendre, en fait? En fait, c'est surtout le mental qui nous joue des tours. Le mental, tant qu'il n'a pas sa réponse, qui lui convient, il tourne en boucle. Pour cette raison que souvent les gens disent « Ah, j'ai un petit moulin dans la tête, ça ne sort pas, etc. » Parce que tant que on peut dire que tout ce qui est du domaine du mental, de l'intellectuel fonctionne, ça c'est une très belle chose, il n'y a pas de souci. Mais tant qu'il n'a pas réglé ses difficultés, ça tourne en boucle. D'accord. C'est comme quelqu'un qui n'a pas réglé un problème, en fait c'est la même chose, il faut absolument le résoudre. Et en fait, on s'aperçoit qu'au fur et à mesure, il n'y avait pas de problème. Ça, c'est au bout de 10 ans de méditation. D'accord. Bon, bah, ça va, on a le temps alors. Voilà. Bon, oui, donc ça, je suppose qu'il doit y avoir des formes spécifiques de méditation pour justement arriver à se débarrasser de ces pensées qui tournent en boucle, en fait. Oui, en fait, ces pensées, on ne s'en débarrasse pas, on les transforme. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a une énergie de l'esprit qui s'appelle une pensée, et si cette pensée-là, évidemment, on ne la transforme pas, elle tourne en boucle. Donc dès qu'on la transforme, à ce moment-là, elle va prendre une place plus profonde. Et à ce moment-là, elle trouvera, on peut dire, elle aura résolu sa difficulté. D'accord. C'est la raison pour laquelle l'arécologie, j'anticipe un petit peu, qui est basée sur la relaxation méditative, permet justement aux personnes qui viennent nous voir en cabinet de prendre du recul par rapport à leurs pensées, y compris ce style de pensée. Oui, tout à fait. En fait, la personne qui va s'allonger, tu sais qu'on pose les mains sur la personne, et déjà poser les mains, c'est déjà un point de méditation pour la personne. Donc déjà, immédiatement, elle rentre en elle. Et après, c'est tout un travail, évidemment, du praticien, qu'on n'a pas le temps de dévoiler ici. C'est un travail très profond du praticien qui va permettre au fur et à mesure que la personne descende dans sa profondeur. Donc à un moment donné, la personne, en fait, elle commence à méditer sans qu'elle s'en aperçoive, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on met la personne, en fait, en méditation sans qu'elle en ait, évidemment, les inconvénients. Et comme elle va dans sa profondeur, elle lâche prise avec le mental. Exactement. Okay. Très bien. Okay. C'est OK pour toi, pour cette première question? Ah, moi, ça va. Tout va bien? Très bien. Alors, la question suivante nous vient de Lucie, alors, une jeune femme de 21 ans, qui demande justement, certaines personnes disent qu'il faut méditer sur une phrase ou sur la vie en général, ou ce genre de choses. Quelle est votre position? Alors la position, évidemment, c'est toujours la même chose. Ça rejoint ce que j'ai dit la première fois. On ne médite pas sur la vie, on ne médite pas sur une phrase. La méditation se situe dans le temps présent. Donc méditer sur une phrase ou méditer dans sa vie ou sur sa vie, c'est toujours d'aller soit dans son passé, soit dans une forme de philosophie, dans le futur ou dans les deux, mais rarement dans le temps présent. En fait, la méditation permet, le point de méditation, si on prend un point de méditation, cela permet d'être dans la présence du temps infini. Parce que le temps, évidemment, n'a pas de... Nous avons un temps conventionnel, mais si on regarde bien, le passé a été vécu au présent, le présent au présent, et le futur sera vécu au présent. En fait, il n'y a que du présent. Donc c'est le matériel qui est au présent, mais qui vieillit dans ce présent.
D'accord. Bon, très bien. Alors, la question suivante de Angèle, qui recherche un CD efficace pour méditer en musique, car ceux qu'elle trouve ne lui conviennent pas. Alors, je ne sais pas ce qui ne lui convient pas, évidemment, mais je pense que tout simplement, les CD, alors ça dépend qui a fait le CD, ça dépend quelle est la personne, de ses compétences, de plein de choses. Donc là, je ne peux pas répondre. En général, les CD sont faits soit avec des professionnels de méditation, donc ils sont très très bien. Par contre, évidemment, ils n'ont pas le feedback. Est-ce qu'eux méditent bien sur ce CD ou pas? Donc ça, c'est déjà la première des choses. Mais très souvent, la personne n'est pas forcément un professionnel de la méditation, celui qui a enregistré le CD. Et à ce moment-là, il y a souvent de la musique, plein de choses, et qui nous emmènent justement hors de la méditation. Donc en fait, ce n'est pas parce qu'on va se balader dans son esprit qu'on médite. C'est justement ça la difficulté de la compréhension. C'est-à-dire que si on commence à méditer et qu'on commence à partir dans son esprit, comme on dit, à voyager dans son esprit, à partir très très loin, à voir des beaux paysages, entendre de la musique, etc., etc., sentir de très bons encens, tout cela est très agréable, mais c'est tout sauf de la méditation. La méditation, j'adore la musique, j'adore l'encens, le problème n'est pas là, mais ce n'est pas de la méditation. La méditation, c'est être évidemment dans cette présence du temps infini pour justement ne pas être en dehors du corps et de l'esprit. Sinon, le corps est au présent, l'esprit est toujours en train de vagabonder, la preuve, et puis l'énergie, elle, est tendue entre les deux. Donc en fait, c'est un rapprochement de soi-même, la méditation. Oui, ça me rappelle ce que tu disais tout à l'heure. En fait, dans la journée, on est attiré par ce qui est autour de nous, dont le son. Et là, si on écoute un CD, finalement, on va être attiré par le son de la musique. Et pendant ce temps-là, on ne peut pas être centré sur soi. Voilà, donc, et puis en plus, on va vagabonder. On va repartir exactement dans ces mêmes pensées. D'accord. Donc ça n'a pas d'intérêt. C'est un intérêt peut-être d'écouter une musique sympa. Une musique sympa, ce problème n'est pas là. Mais ce n'est pas de la méditation. D'accord, très bien. Alors, j'ai une question plus large maintenant, d'une personne qui est venue effectuer une séance découverte récemment à l'Institut de Reiki et qui nous avait envoyé un petit mail après pour nous demander le lien entre la méditation et le ici et maintenant, qu'on entend très souvent maintenant. Oui. Alors, le ici et maintenant, c'est complexe. Parce qu'en fait, si on veut aller jusqu'au bout de cette simplicité, qui est évidemment la méditation, et on peut dire que les personnes sont tellement complexes que c'est compliqué à entendre. Le ici maintenant, c'est une position qui a son rôle évidemment, mais c'est une phrase. Ce sont deux mots, ici, maintenant. En fait, ce qui est compliqué à comprendre dans ce ici et maintenant, c'est déjà plus proche que le temps présent. Le temps présent, dès qu'on dit présent, c'est déjà passé. Donc c'est compliqué. Donc le passé, on a une idée de ce que c'est, bien qu'il n'existe pas, mais voilà quoi. Conventionnellement, on se dit, c'est arrivé hier, avant-hier, etc. En fait, le corps est toujours dans ce même présent. On a mis un temps conventionnel, mais c'était du passé ou du futur. Bien. Et le présent, voilà, c'est un mot assez large en fait, parce que dès qu'on dit présent, il est déjà passé. Alors évidemment, c'est complexe. Le ici et maintenant, souvent les maîtres nous donnent un peu cette ambiance, parce que le ici et maintenant, c'est plus une présence. Être présent. Être une présence, ça veut dire que nous sommes au-delà même du mot présent. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de temps du tout. Et c'est aussi d'ailleurs recoupé actuellement par certains physiciens quantiques qui disent en effet, c'est une notion que l'on peut avoir, que l'on peut donner, mais elle n'existe pas. Alors conventionnellement, c'est très bien. On peut se donner rendez-vous à telle heure, hein, comme ce soir à 20h. Bon, ça permet quand même de mieux vivre, mais il ne faut pas prendre cela comme une vraie vérité.
Parce qu'il est évident qu'on va faire toujours appel à son passé, étant donné qu'on ne peut pas faire appel à son futur, à part que dans les films de fiction, mais on ne peut pas. Mais en fait, comme le passé, on ne peut pas y retourner, ça ne sert pas à grand-chose. En fait, c'est cette présence du temps que l'on peut avoir dans une fraction de seconde en méditation. Et dans cette méditation, dans cette façon de méditer, dans cette fraction de seconde, en fait, je peux toucher l'éternité. Parce que justement, cette éternité, elle n'a pas de temps. Et pour nous, ça a un temps infini. Donc évidemment, c'est très complexe. Alors on peut dire que nous, par exemple, en méditation, à un moment donné, les mots ne sont pas suffisants. Mais le ici et maintenant est pas mal, parce qu'ils permettent de donner vraiment un sens très précis, c'est-à-dire l'instant présent infini, une présence infinie. D'ailleurs, je préfère le mot présence, être présent à soi-même, ça veut dire que c'est être dans ce temps présent infini. Donc le ici et maintenant, en fait, il est plus proche de la méditation, du sens méditatif, parce que le passé n'existe pas, le futur non plus, mais le présent non plus, puisqu'il est déjà passé. Donc je préfère dire ici et maintenant. Donc c'est une bonne question. D'accord. Merci de l'avoir posé alors. Oui, tout à fait. Présence, c'est d'ailleurs, si on peut faire une petite parenthèse, c'est la traduction du surnom du Dalai Lama en fait. Alors oui, en effet, Kudun, le Dalai Lama, c'est Kudun, c'est-à-dire présence. Oui, c'est en ce sens-là alors. Et la présence, c'est l'éveil de la conscience. Oui. L'éveil ultime de la conscience, ce qu'ont ces grands maîtres, bien sûr, dont le Dalai Lama, bien sûr aussi. Tous ces maîtres que tu as fréquentés, tu viens de nommer le mot éveil de la conscience. Peut-être pour démystifier un petit peu, est-ce que tu peux très brièvement expliquer, mais avec plus des termes occidentaux, ce que c'est? Parce qu'on peut par exemple penser à Tintin au Tibet, et puis le lama qui d'un seul coup décolle du sol. Et c'est vrai que ça prête, cet éveil de la conscience, ça prête jeu à beaucoup de fantasmes. Alors si tu devais en quelques mots expliquer ce que c'est. Ils ne le font plus maintenant, ils ne décollent plus parce que ça faisait concurrence à des compagnies aériennes. À des compagnies aériennes, donc maintenant ils ne le font plus. Non, soyons sérieux. L'éveil de la conscience, en fait, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est très simple, en fait. Nous avons un mal-être, un ego, qui est dû par un ego centrique, centré. Un ego, alors on a plus ou moins d'ego, on a plus ou moins de ce sens de cet ego. Et quand il n'y a plus d'ego du tout, donc il n'y a plus de souffrance, c'est l'éveil de la conscience. D'accord. Donc en fait, le bien-être, en fait, c'est l'absence de souffrance de cet ego. D'accord. Tout simplement. Donc ça veut dire que quelqu'un comme le Dalai Lama qui a atteint l'éveil, c'est quelqu'un qui n'a plus de souffrance psychologique. Non. Ça l'empêche pas, pourquoi pas, je lui souhaite pas, mais ça l'empêche pas de tomber malade par exemple. Par contre, il ne stresse pas à l'idée d'être malade. Voilà, donc ce style de souffrance-là psychologique n'est plus finalement. Et ça, dans cette présence, sans arrêt. Voilà, alors cette souffrance psychologique est avant tout due par tout le système émotionnel, en fait. Donc, évidemment, quand les émotions ne sont plus présentes, je parle des émotions conflictuelles, bien sûr, quand elles sont plus présentes, par exemple la colère, la haine, qui existe très peu aujourd'hui, mais bon, c'est juste... c'est rare, les gens énervés. C'est les personnes énervées, les gens qui sont en colère, les gens qui sont... C'est très rare. Donc, à partir de ce moment-là, il ne faut pas non plus confondre être en colère et lever la voix, ce qui est très différent. Parce qu'un parent, des fois, parle un peu sévèrement à son enfant qu'il est en colère. Ce n'est pas sûr du tout. Bien. Donc, il faut faire très attention à cela et être évidemment très vigilant avec ses émotions. Parce que les émotions emportent les souffrances. Et les souffrances font des dégâts psychologiques extrêmement importants pour celui qui subit déjà sa propre émotion. Et en général, les émotions font des dégâts aussi à l'extérieur. Donc, en fait, quand on a réglé, quand on dit transformer ses émotions, il est évident qu'à partir de ce moment-là, la colère, tout ce qui est du domaine émotionnel va disparaître, et puis les gens sont parfaitement, évidemment, ce qu'on appelle atteindre l'éveil, si tu veux. Il faut déjà attendre un petit peu de temps quand même. Oui.
Oui, 2-3 heures de méditation, ça Oui, devrait suffire. bien sûr. D'accord, En général, en 2-3 jours, c'est réglé. d'accord. Ça, c'est l'humour au 8e degré, Oui, oui, j'ai bien comme compris. le degré d'éveil de certains Voilà, maîtres. voilà. Voilà. Oui, d'ailleurs, aujourd'hui, là, tu me fais penser, certaines études internationales ont démontré la relation directe entre ce style d'émotion conflictuelle et l'apparition de certaines maladies, en fait. Oui, absolument. Oui, oui, bah maintenant c'est assez connu, puisque bon, il y a eu dans le laboratoire beaucoup de thèses à ce niveau, et les premières sources de conflits intérieurs, prenons une thèse, mais il y en a énormément, mais si on prend une thèse assez connue dans notre monde occidental, la personne qui est dans des souffrances intérieures, psychologiques, évidemment, dès qu'elle est en souffrance, cette personne, eh bien, parce qu'elle a une maladie, parce que, bon, ou elle n'en a pas, mais elle souffre énormément, parce que ça ne va pas du tout dans sa vie, eh bien, évidemment, on a vu que le système immunitaire était appauvri. Comme le système immunitaire est appauvri, bah, la moindre maladie qui passe, la personne va l'attraper, ou si elle en a une, être prête à déclarer, elle va la déclarer. Alors que sinon, elle ne l'aurait peut-être pas déclarée. Oui, sinon son système immunitaire aurait été suffisamment fort pour se pouvoir, battre en fait absolument, contre cela. absolument. C'est cette raison que notre pratique est excellente aussi pour ceux qui ont des maladies graves, parce que ça permet aussi, et nous on l'a vu en hôpital, puisqu'on a été une dizaine d'années en hôpital, on a vu qu'évidemment le système immunitaire des personnes reprenait et ça leur permettait de se battre mieux, par exemple dans le cancer, de se battre mieux avec leur maladie, d'être mieux aussi dans leur maladie, et que les chimios et que les médicaments fassent plus d'effet, évidemment, sans que la personne, évidemment, en plus, en subisse des fois des conséquences importantes. Les effets secondaires, par exemple. Effets secondaires, choses comme ça. Ils se ressourcent plus, sont moins fatigués, ont plus d'énergie, en fait, le moral. Donc, absolument, tout à fait. D'accord, très bien. Écoute, je te propose de passer à une question suivante, qui vient cette fois-ci de Sylvaine, 37 ans, et qui écrit que, justement, tu vois, tout le monde lui conseille de faire de la méditation, car la méditation a de nombreux bienfaits, et elle voudrait savoir lesquels concrètement, en fait. Si tu pouvais te donner, peut-être pour aller plus loin que ce qu'on vient d'aborder et éviter d'aller plus loin, peut-être si tu faisais le lien avec les neurosciences à ce moment-là, des choses que l'on voit et que l'on explique dans notre cursus. Oui, c'est assez vaste, mais disons que quand on commence à pratiquer la méditation, les bienfaits sont assez connus. Par exemple, en archéologie, comme tu sais, on a validé notre pratique auprès d'un laboratoire agréé par le ministère de la Santé au niveau du stress, par exemple. Bon, on sait bien que le stress est porteur et déclencheur, non pas porteur par lui-même, bien sûr, mais déclencheur de maladies, puisque dès que la personne est stressée, le système immunitaire, on recommence toujours les mêmes choses, les émotions, etc. Donc, pour faire court, donc il y a des études approfondies sur la méditation et aussi sur notre pratique, qui est à base de méditation, tout au moins pour le praticien, eh bien, ça déclenche évidemment beaucoup moins d'effets secondaires, parce que quand on va mieux, par exemple, eh bien, le cerveau déclenche des endorphines. Donc évidemment, c'est, on va dire, notre pilule du bonheur personnel, par exemple. Donc ça fait beaucoup de bien. Donc ça, c'est la première chose. Donc c'est de l'anti-stress extrêmement important. C'est aussi, on peut dire, un rapport avec sa propre partie spirituelle, qui est une demande extrêmement forte. Les gens ne viennent pas pour vous dire, voilà, j'aimerais faire du spirituel. Ils vous disent, j'aimerais aller mieux. J'aimerais faire ma vie comme je le souhaite. J'aimerais enfin donner du sens à ce que je fais, peu importe ce que je fais. Chez moi, personnellement, à mon travail, avec des amis, à faire du sport, peu importe. J'aimerais donner du sens. Donc pour moi, le sens, c'est du spirituel. Et chacun a son sens et a son spirituel. Donc c'est déjà la première chose, une première chose qui est déjà très importante dans ce spirituel, c'est parce que ça donne naissance
cette forme spirituelle intérieure, c'est-à-dire ces qualités d'esprit, c'est tout ce que j'ai en moi, en fait, que je voudrais faire sortir, mes valeurs, enfin, etc., vont donner du sens à ma vie. Alors, il est évident que c'est très important, parce que ça va donner cette motivation naturelle que souvent je perds. Il faut toujours de nouvelles choses pour que ça m'intéresse, alors que, en fait, n'importe quel acte doit avoir du sens. Et aujourd'hui, on manque de sens. On manque de sens à tout niveau. Et c'est justement pourquoi les personnes viennent. Quand les personnes, comme on vous dise, je viens parce que j'en ai marre de cette vie, j'en ai marre du métro, on ne va pas faire un travail sur le métro, évidemment. Mais si j'entends en arrière-plan cette plainte extrêmement importante, je peux voir que cette personne, très très vite dans la consultation, elle va avoir évidemment une ouverture avec cette pratique et deuxièmement avoir une demande de plus en plus spirituelle. Le métro n'a été qu'un déclencheur du grand vase qu'elle a évidemment pas encore bien vidé et c'est justement là où c'est important. Donc il n'y a pas à se moquer par exemple des personnes qui disent « Oh ben moi je viens faire ça ». Oh écoute, bon, t'as un écran plat, tout va bien, etc. Non, c'est pas du tout à ce niveau-là que ça se situe. Et pour moi, ce qui est important, c'est ce que, et ça sera aussi l'objet d'une thèse que je suis en train de faire, c'est vraiment cette intelligence spirituelle. Parce que, on n'en parle jamais de cela, bien sûr. Mais pour moi, c'est important, cette intelligence spirituelle, comme je l'ai nommée, parce que c'est une force spirituelle, c'est une intelligence spirituelle qui va donner la forme à toutes les autres formes d'intelligence. Que tout le monde a, on est d'accord. Hein. Que tout le monde a, bien sûr. Mais de toutes les autres formes d'intelligence. Je veux dire, il y a tellement de gens qui sont intelligents intellectuellement, par exemple, qui font des choses absolument magnifiques et qui s'ennuient toute leur vie. Donc ce n'est pas du tout parce que je fais quelque chose de bien que je ne gâche pas ma vie non plus. Donc il ne s'agit pas non plus de dire que je fais quelque chose de mal donc, ou de bien. Le problème n'est pas là. C'est quel sens je vais donner. Les grands maîtres nous apprennent qu'ouvrir une porte peut avoir du sens. La refermer aussi d'ailleurs. Marcher, ça a beaucoup de sens. Quand on va dans des temples, on ne fait pas des tâches ménagères. Il faut déjà être très élevé spirituellement pour avoir le droit de laver le temple des fois du grand maître. Parce que ça a du sens. C'est tout ce qu'on a perdu. Et c'est l'essence ciel. Et c'est ça qui est important. C'est de comprendre qu'au fur et à mesure que l'on va avancer dans notre vie, chaque chose doit avoir du sens. Et dans la rue, on ne se regarde même plus. Il n'y a plus de sens à rien. On se croise sans se regarder. On ne se dit pas bonjour. Mais quel sens ça a? Alors ça, les gens courent d'ailleurs. Ils courent même chez eux d'ailleurs. Des fois, les gens rentrent chez eux, puis ils courent. On continue à les entendre en train de courir. Je ne sais pas où ils courent. Ils courent peut-être après l'éveil, je ne sais pas. Mais ce n'est pas l'éveil qui va courir après eux, en tous les cas. Non, alors, évidemment, je blague, mais en fait, c'est ça le sens du travail. C'est que les personnes, ils en ont marre de tout, mais ils savent de quoi ils en ont marre. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent à la place. Ouais. Et c'est ça notre travail, c'est d'une part qu'ils arrêtent un peu ces mécanismes-là de souffrir, destructeurs, ça c'est vrai, ça c'est très clair, mais en même temps qu'ils puissent trouver évidemment leur voie. Et ça met un petit peu de temps, mais ça vient parce que chacun a son sens. Et c'est ça le spirituel. Oui. Oui, parce que quand ils ont du mal à accéder à leur sens profond, en fait, le discours qu'ils font, c'est ce qu'on entend sans arrêt, c'est devenu déshumanisé. Il n'y a plus de relations humaines comme telles, tout devient mécanique. Partout où je regarde, je vois de la déshumanisation. Et en fait, ça, c'est le signe que la personne est en demande de trouver son sens profond et que c'est en elle, ça pousse pour s'exprimer, mais que pour le moment, elle n'arrive pas à le trouver. Donc il s'agit de l'accompagner pour qu'elle aille chercher ce sens en elle, en fait. Absolument, parce que ce n'est pas une question que de confort. On a remplacé le confort et vive le confort avec le spirituel, c'est-à-dire avec le bien-être, si tu préfères. Mais ça n'a absolument aucun sens. Vive l'ascenseur, vive un fauteuil très confortable, le problème n'est pas là. Vive le robot qui va m'apporter le petit-déj le matin, le problème n'est pas là, il n'est pas là le problème. Mais ça ne va pas remplacer le bonheur, c'est ça que les gens n'ont pas compris.
Quand on est dans le désert et qu'on peut téléphoner pour avoir un verre d'eau, parce que, voilà, mais vive le téléphone, le problème n'est pas là. C'est qu'on devient esclave de ce que l'on met en place, pensant que ce qu'on met en place, c'est le bonheur. Mais c'est tout sauf ça. Alors, vive évidemment tout ce qui est même de l'informatique, le problème n'est pas là. Mais nous-mêmes, on doit donner du sens. Voilà, si demain matin, on prend une facture et puis qu'on la met dans un coin et que la comptabilité se fait toute seule, c'est génial. Bon, mais pendant ce temps-là, il faut que je consulte mon expert comptable pour aller plus loin dans ma comptabilité, c'est-à-dire dans ma gestion. Mais sinon, ça n'a pas de sens. Si c'est simplement pour faire que tout le monde fasse, que je ne fasse plus rien pour jouer à je ne sais pas quoi, et puis c'est tout, puis la vie s'arrête là, ça n'a pas de sens. Et c'est pour cette raison que s'il n'y a pas de sens, et ça il faut bien le comprendre, s'il n'y a pas de sens, s'il n'y a plus de sens, suffisant, il n'y a plus de sens, l'agressivité va prendre le relais. D'accord. Et c'est un relais qui sera sans faille. C'est-à-dire qu'on est dans un monde d'agressivité, mais il va l'être de plus en plus. Oui, parce que les personnes perdent le sens de la vie, perdent le chemin vers leurs valeurs profondes, en fait, et n'arrivent plus à se reconnaître en tant que telles comme être humain, en fait. Absolument. Et là, la conscience ne supporte pas. Ouais. Donc là, elle est prête à tout pour pouvoir se sauver. Parce que sinon, il y a une notion de mourir. Donc, on va jusqu'à tuer les autres pour ne pas mourir. Donc, c'est une profondeur que les gens ne voient pas, mais c'est très grave parce que, au fur et à mesure, l'agressivité va prendre de plus en plus de relais. Et on voit bien qu'on est déjà arrivé à un stade absolument épouvantable. Et c'est un manque de sens, tout simplement. Donc, évidemment, c'est aussi une certaine culture, parce qu'il y a très peu de pratiques, à part la méditation, où on peut trouver son sens, réellement, je parle. Très peu de pratiques le font, et il faut faire très attention, parce que c'est là où le relais, et ce n'est pas par hasard non plus que les Tibétains sont là depuis une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années, que ça se développe. Le yoga s'est développé, le tai chi, plein de choses. Toutes ces pratiques qui viennent d'Orient. Toutes ces pratiques qui ont du sens. Et qui sont basées sur ce genre de choses. Oui. Absolument, tout à fait. Oui. Oui, en fait, quand on n'a pas le sens, en fait, oui, on se rend bien compte, tu disais, on devient agressif, mais même sans aller jusqu'à l'agressivité, on se referme complètement, en fait, sur ce que tu disais, ce dont on est devenu esclave, en fait, pensant que tout le plus important, c'est ce fameux confort, en fait. Et puis finalement, on n'est plus à l'écoute les uns des autres, on n'est plus disponibles les uns pour les autres, il n'y a plus de bienveillance, il n'y a plus d'altruisme, il n'y a plus d'aide, il n'y a plus rien. Donc c'est ce qui fait que beaucoup de personnes souffrent de ce côté déshumanisé. Oui, parce que c'est ce qui fait l'être humain, justement, tout ce que tu viens de dire. Donc s'il n'a plus ça, il n'a pas envie d'être un robot. Oui, c'est bien pour ça que les maîtres de méditation parlent toujours de ces valeurs, parce que c'est justement le sens même de la vie, c'est de se remplir en fait soi-même de cette profondeur que l'on a. Absolument. Par la relation d'aide, la présence aux autres aussi, quoi, à soi et aux autres. Absolument. D'accord, très bien. Bon, je crois qu'on a un petit peu débordé. Si ça ne te dérange pas, je vais revenir un petit peu sur les questions. On avait parlé des bienfaits de la méditation. Peut-être si tu pouvais, alors là on a surtout développé le côté psychologique finalement, quand on médite, de pouvoir retrouver du sens, ce genre de choses. Bon, sur le plan peut-être physique, biologique, quels sont les bienfaits que l'on pourrait noter finalement ? Alors, la méditation, la relaxation, ça fait depuis de très longues années maintenant que le corps médical a vu les bienfaits que cela peut donner. Hein. Alors, en psychologie, on l'a vu, ça donne aussi, c'est très puissant au niveau du stress, donc surtout aussi dans la dépression. Par exemple, la méditation de pleine conscience, par exemple, qui a fait ses preuves à ce niveau-là. Donc maintenant, on a sur le plan psychologique, on a beaucoup de rapports, on va dire, de thèses qui permettent d'avoir quand même quelque chose de très précis à ce niveau. Mais sur le corps, évidemment, ça fait aussi beaucoup de bonnes choses, parce que ça détresse le corps aussi. Voilà, hein, ça le détend. Ça le détend, évidemment, ça le déstresse, ça le détend. Donc le corps va mieux. Donc comme le corps va mieux, les organes vont mieux. Évidemment, tout ce qui est du domaine des neurosciences,
on voit bien, par exemple, que le cerveau va déclencher certaines choses, c'est-à-dire qu'avant, le cerveau déclenche, enfin, si on ne fait pas de méditation, le cerveau déclenche des acides terribles pour le corps, et ça passe dans le sang immédiatement, donc on ne peut rien faire, quoi, que subir cela, et c'est nous-mêmes avec nous-mêmes, il ne faut pas en vouloir à notre cerveau, il fait ce qu'il peut, mais en fait, il va déclencher des choses, évidemment, à l'image de son esprit. De son état d'esprit. De son état d'esprit, bien sûr. Ouais. À partir de ce moment-là, bah, voilà quoi, donc on va déclencher plein de choses évidemment qui peuvent être des ulcères, on va déclencher enfin si on ne médite pas, des fibromyalgies par exemple, enfin des douleurs dans le corps partout, etc. Tout ce qui est de cet ordre-là. Alors il y en a, on peut citer des centaines de maladies bien sûr. Du diabète aussi, parce qu'ils ont fait des liens directs entre le stress et puis le sucre déclenché à haute dose dans le sang, voilà, et l'apparition de diabète quelques années plus tard. Les crises cardiaques, maladies cardiovasculaires, troubles musculo-squelettiques, tout ce qui relève des tendinites, aux articulations, voilà, tout ça en fait, ce qui rejoint aussi la fibromyalgie dont tu parlais, donc absolument, en fait beaucoup de douleurs finalement. Quand c'est pas l'organe qui casse, en fait, beaucoup de douleurs à vivre. Donc on peut aussi comprendre quand on a une pratique de méditation qui aide justement à se recentrer, que ça permette de prendre du recul par rapport aux douleurs et de les vivre moins de plein fouet finalement. Oui. Quand on nous appelle, enfin quand on vient nous voir en cabinet ou quand on nous appelle dans le bénévolat, c'est surtout avant tout pour les douleurs. Les douleurs morales et bien sûr mentales, mais aussi les douleurs physiques, les deux. Donc il est évident que celui qui a des maladies graves, bah, les douleurs sont présentes aussi bien physiquement que psychiquement. Et puis là, on peut agir vraiment en grande profondeur parce que il est évident que quand on commence à détendre l'esprit, eh bien le corps se détend. Mais c'est surtout en détendant le corps que l'esprit se détend. Et c'est ça qui est intéressant dans notre pratique. D'accord. Je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à ce que l'on dit. Le piège serait de dire que la méditation, c'est médical et ça soigne les maladies. Ah oui. Parce que le raccourci est vite fait. Quand on regarde bien, bien sûr, on lit beaucoup, dans beaucoup d'endroits que la méditation est maintenant la solution miraculeuse pour plus vieillir, pour plus ça, pour plus tomber malade, pour guérir de la dépression. Donc, on est en train de médicaliser la méditation. Bien sûr. Je me souviens que le Dalai Lama, quand il est venu en France, à Strasbourg en septembre 2016, il a dit « Faites attention parce qu'en Occident, vous n'en êtes qu'au balbutiement de la méditation, vous lui donnez un caractère médical, alors que le sens profond, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est d'arrêter les émotions conflictuelles. » Bien sûr. En fait, la méditation va réguler intérieurement. C'est-à-dire que la personne, pour essayer de faire simple, la personne qui ne va pas très bien, elle s'auto-déclenche une maladie. Mais si elle se l'auto-déclenche, elle peut aussi la résorber. À condition que, évidemment, que ça soit jusqu'à la psychosomatique. C'est-à-dire que s'il y a un organe qui est touché, il faut du médical, c'est évident. Très sincèrement, même avec les maîtres tibétains, même avec les Tibétains, je n'ai pas vu quelqu'un méditer et que les dents repoussent. Sauf quand on est petit, parce que ça s'appelle des dents de lait, c'est autre chose. Mais c'est pas fait pour ça d'abord, et ça c'est une très mauvaise plaisanterie. Parce que ça n'a absolument rien à voir avec ça. Le médical, c'est quand le corps est touché, vraiment le corps est touché, que ça soit n'importe quel organe, jusqu'au cerveau. Mais ça c'est du médical. C'est du lésionnel. C'est du lésionnel, c'est-à-dire que, voilà, c'est du lésionnel, c'est-à-dire que, voilà, on a le foie, évidemment, atteint, on a les organes atteints, le cerveau, l'estomac, les intestins, etc. Bien. Donc là, c'est du médical. Par contre, ce qui a créé cela par, on va dire, des souffrances terribles sur le plan mental. Émotionnel, bien sûr. Il faut que cela s'arrête aussi. Parce que sinon, ça va continuer. Je discutais une fois avec un médecin, et il me disait, oui, c'est tout à fait vrai, parce que le problème, c'est que quand il y a un ulcère à l'estomac, nous, on sait le soigner. Bon. Mais le problème, c'est que si la personne continue à ne pas vouloir faire une thérapie, eh bien, vu qu'on a consolidé l'estomac, c'est après les intestins qui vont prendre un coup. Donc on dit évidemment que le symptôme se déplace.
Parce que ça va continuer, si la personne est sujette à ça, bien sûr. Voilà. Et c'est pour cette raison qu'il faut bien comprendre les deux. C'est-à-dire que nous, on est en amont, une fois que la maladie est là, eh ben, ce n'est pas la peine, évidemment, on ne va pas soigner une maladie. Ça, c'est d'une stupidité exemplaire. Par contre, favoriser avec les médicaments l'arrêt de cette maladie. Donc évidemment, parce que le médicament il y aura moins d'effets secondaires, par exemple, la personne ira mieux avec ce médicament, elle reprendra la joie de vivre avec sa maladie et elle va guérir beaucoup plus vite. Mais nous ne sommes pas un médicament. Si on pense qu'on est un médicament, il ne faut mieux pas venir. On n'a rien compris. Oui, puis ça peut mener à des dérives thérapeutiques, donc ça n'a aucun intérêt. Évidemment. Poser les mains et dire que comment l'on soigne, franchement, là, il faut que la personne consulte rapidement. D'accord. Bon. Alors, justement, Antoine, cette fois-ci, nous demande « Je lis partout que la méditation est la solution à tous les maux, MAUX. Mais sur votre blog, j'ai vu qu'il y avait des contre-indications et qu'il faut faire attention. Pouvez-vous m'expliquer cela ?» Oui, alors il y a quelques contre-indications. D'abord, il faut d'abord avoir quelqu'un qui soit très bien formé. Hein. Il ne s'agit pas de prendre des personnes. L'être humain, c'est quelque chose de très complexe. Hein. Pour être plombier, il faut 4 ans. Pour faire un bon plombier, il faut 4 ans. Un bon cuisinier aussi. Et il faudrait même pas une semaine pour former quelqu'un qui va s'occuper évidemment du mal-être des gens. Bon, c'est une plaisanterie de mauvais goût. Donc il faut d'abord avoir des personnes qui soient évidemment solvables sur le plan de la formation, avec des personnes qui sont évidemment bien contrôlées à ce niveau-là. C'est la première des choses. Mais une fois qu'il n'y a pas cette difficulté, il faut faire très attention parce qu'il peut y avoir quelques contre-indications. Par exemple, des fragilités psychologiques importantes. Par exemple, des personnes qui ne vont pas voir de médecin, justement, et qui sont dans la dépression grave, qui sont dans des pratiques, par exemple, aussi des schizophrénies, des pathologies de schizophrénie importantes. Il est évident qu'il faut prendre de très grandes précautions. C'est là où les contre-indications sont, parce qu'on ne pourra pas, évidemment, gérer ce style de personne. À moins d'avoir déjà, par exemple, on peut aussi avoir fait notre pratique et puis être psychiatre. À ce moment-là, ça ne lui posera aucun problème, parce que lui saura, évidemment, donner les médicaments pour que la personne soit ce que l'on appelle stabilisée. Si la personne est stabilisée avec un mot du médecin, quand l'on peut faire de la relaxation et de la méditation, ça ne posera pas de problème. Je parle si la personne est très bien formée. Mais si la personne veut compenser, c'est souvent un petit peu le cas, par des médicaments style la méditation, parce que la personne ne supporte plus les médicaments, par exemple. Ou est contre les médicaments, ou est contre les médicaments. Quelque chose de naturel. C'est une grande stupidité. Donc là, nous, bien sûr, on ne prendra pas, parce qu'on sait que ça ne peut pas fonctionner, tout simplement. Donc ça serait évidemment très... dans l'éthique, ça serait insupportable de faire croire à la personne qui va se soigner. Qu'elle peut s'en sortir. Qu'elle peut s'en sortir avec ça. Oui. Par contre, l'aider, qu'elle puisse s'en sortir avec... lui donner la force d'aller voir un médecin, lui donner la force de ne pas avoir trop d'effets secondaires, lui de redonner le sens de comment la vie pour qu'il puisse... Même avec sa maladie. Avec sa maladie, qu'il puisse aller voir quelqu'un et puis qui va lui donner évidemment tout ce qu'il faut pour qu'elle puisse, cette personne, être heureuse en fait et reprendre cours à sa vie, bien sûr. C'est cette raison que dans beaucoup de cas, et c'est fait bien sûr l'objet de la formation à l'Institut, je donne bien sûr les critères de sélection pour pas, justement, dès qu'il y a une personne qui souhaite une substitution ou qui ne sait pas tout simplement de médicaments avec notre pratique, évidemment c'est non. Mais bien sûr, on l'accompagnera chez le médecin, comme on dit, pour qu'il puisse prendre des médicaments, et puis pourquoi pas, avec évidemment l'accord du médecin, de pouvoir faire les choses. Il y a des contre-indications à ce niveau-là. Ouais. Voilà. Oui, parce qu'à vouloir lui faire du bien, on peut lui faire finalement plus de mal. Évidemment. Et c'est ça, si on est incorrectement formé, en fait, c'est vers ça que ça peut nous conduire. Absolument. Beaucoup de gens pensent que parce que
on aime les autres que ça suffit. On peut aimer ses enfants, se baigner avec, et s'ils ne savent pas nager, ça va poser problème. Donc le problème n'est pas là. Aimer les gens, ça ne suffit pas. Et il faut aussi avoir quand même une certaine culture, évidemment, de ce métier pour pouvoir en parler d'une part. Deuxièmement, rassurer les personnes, mais surtout que ces personnes puissent venir dans des endroits solvables et qui puissent évidemment avoir une qualité d'écoute, une qualité aussi de travail personnel de la personne, et que cette personne puisse avoir évidemment, sache très très bien où l'autre en est, pour le prendre directement parce que ça pose pas de souci, pas de problème, mais aussi pour des fois lui suggérer d'aller voir un médecin, parce que sinon on ne pourra pas évidemment faire de la méditation avec quelqu'un qui est dans un état de fragilité psychologique très avancé. C'est impossible. D'accord, très bien. Alors, j'aurais souhaité que tu nous expliques en quoi le Reiki du fondateur Mikao Usui est basé sur la méditation et pas sur les formes New Age décrites qu'on voit souvent sur Internet. Oui. Puisque, c'est pour compléter, nous, notre pratique s'appelle la Reikiologie, c'est la forme professionnelle du Reiki. Mais bon, voilà, il y a quand même un lien commun avec le Reiki. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent du Reiki comme étant de la méditation. On voit plus finalement des croyances, des affirmations invérifiables. Et donc, c'était aussi de bien présenter aux personnes où se joue la différence pour nous, puisque on a une pratique du Reiki dans le respect du fondateur. De ce que voulait le fondateur en fait. Mais comment on le sait que lui voulait de la méditation et qu'il faisait de la méditation? Oui, alors on le sait par rapport à quelques écrits qu'il a laissés. En plus, bon, c'était un méditant, enfin je veux dire au Japon c'est très connu. Hein. Il y a du zen, du tendai, du qigong, enfin bref, quoi, toutes les pratiques. Voilà, donc il était issu de ce style de famille, il était issu aussi de famille de samouraïs. Hein, Usui, c'est l'étoile du matin. C'était donc en fait, ce qui est intéressant, c'est toute cette partie aussi intéressante du Japon, en fait, où Mikao Usui faisait partie d'une famille de samouraïs, et un de sa famille, mais non pas à son époque, parce qu'on coupait plus les têtes, on coupait l'ego, c'était différent, mais avant on coupait les têtes, et il y avait un samouraï qui je ne me souviens plus le nom, enfin qui s'appelait, je me souviens plus du nom, Tsusetan je crois, mais j'en suis pas sûr, et il a conquis la ville d'Uzui. Et ayant conquis la ville d'Uzui, il a pris le nom de la ville, parce que ça se faisait à l'époque, donc samouraï s'est appelé Usui. Et comme il faisait partie de cette famille, il s'appelait Mikao Usui. Donc c'est toute cette partie-là qui est intéressante de méditation, d'avoir de quitter, de couper la tête pour couper l'ego. Et il était évidemment aussi, c'est aussi intéressant de voir que cette personne a cherché pendant beaucoup de temps à pouvoir alléger les souffrances des personnes sans rentrer dans une tradition. Donc il n'y a pas plus de tradition entre guillemets japonaise, la méditation bien sûr, c'est évident. Mais il n'y a pas plus de tradition comment japonaise que, enfin, pour être heureux, on peut être japonais, mais on peut aussi être africain ou français. Le problème n'est pas là. D'accord, donc si je suis française, j'ai le droit d'être heureuse moi aussi. Absolument. Je le réserve pas qu'aux japonaises. Non, non, pas du Très tout. bien. Absolument pas. Et c'est pas parce que... Alors, la difficulté, c'est de comprendre que ce n'est pas une pratique qui rend heureux. C'est là les grandes déviations, en fait. Dans la méditation, c'est pas la pratique qui rend heureux. C'est la pratique qui nous met dans une union intérieure, et cette union intérieure va nous rendre heureux soi-même. Donc ce n'est pas la pratique qui rend heureux. C'est pas le praticien qui donne à la personne. Bien sûr que non. Et c'est ça, c'est l'erreur fondamentale. Et quand on a travaillé un peu avec des grands maîtres, on s'aperçoit que ça les fait sourire évidemment énormément en disant « Ah tiens, ça y est, on est en Occident ». Voilà. Mais ça me fait penser en thérapie, c'est pareil. Quand on va voir un psy, c'est pas lui qui nous donne un mieux-être. C'est nous qui devons faire un travail à ce niveau-là. Donc, ça rejoint le fonctionnement naturel de l'être humain. Je vois pas pourquoi en méditation et puis en thérapie, c'est à nous de faire. Et puis dans une autre pratique, ce serait magique. Et puis on transmettrait des choses à la personne. Je pense que le Dalai Lama, d'ailleurs, perdrait moins de temps.
Oui. Lui aussi donnerait de l'énergie directement dans le cosmos, aussi bien que la personne qui a fait 2 jours, hein, autre part. Hein. Oui, je pense. Je pense Moi, aussi. personnellement, je préfère le Dalai Lama. Voilà, bon. Mais il le ferait avec grand plaisir. Mais il nous dit avec un grand sourire, non. C'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est normal, puisque à ce moment-là, si on pouvait avoir évidemment le droit, ou je ne sais pas, l'initiative de prendre de l'énergie dans le cosmos et de le redonner à l'autre, mais on deviendrait expert comptable en 3 jours aussi. Les judokas, ils n'auraient même plus besoin de travailler. Et puis, etc., etc. Et puis, on n'aura même plus besoin d'ailleurs de médicaments, on n'aura plus besoin de rien. C'est une plaisanterie de mauvais goût, évidemment. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut, il va où il veut. Mais en tous les cas, évidemment, vu que c'est une pratique intérieure, alors que là, on va faire partie encore d'une pratique extérieure. On prend de l'énergie quelque part pour être un canal, soi-disant. Alors, on confond canal et le canal central, qui n'a rien à voir avec ça. Et tout est dévolu de cette façon, et c'est un petit peu, bon, c'est un petit peu lamentable, mais c'est comme ça. Donc on ne peut pas évidemment prendre cela au sérieux, mais par contre, pour l'explication, c'est très simple en fait. Quand on pose les mains sur quelqu'un, la personne va mieux. Mais bêtement, hein. On pose les mains sur quelqu'un, la personne va mieux. Sur les animaux aussi. Quand on pose les mains sur un chat, il va mieux. Alors là, je peux dire, quand un enfant tombe, il tombe. Quand on a mal ici. La maman, quand on a mal ici, on fait ça. Quand la maman fait ça, elle souffle. Et puis ça y est, le bambin, il repart. Et à partir du moment où ça marche, on peut raconter n'importe quoi. Évidemment. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'enfant tombe et que même il y a quelqu'un qui est là, qui ramasse l'enfant, qui lui donne un petit bonbon, qui lui fait un petit câlin, un petit chose, l'enfant, il est reparti. Il dit, vous voyez, c'est grâce à moi et c'est grâce à l'énergie du cosmos. On peut raconter ce qu'on veut. Puis l'autre, ça sera les morts vivants, puis l'autre, ça sera autre chose. Enfin, tout ça, ça n'a aucun intérêt. Les maîtres ascensionnés. Les maîtres ascensionnés, enfin voilà quoi. Bon, donc il y a aussi des maîtres non ascensionnés, comme le dit Lama, mais il ne peut pas non plus. Donc c'est quand même drôle parce que bon, même lui ne peut pas. Mais la personne qui a fait 2 jours avec Monsieur Machin, qui était un ancien musicien, il peut. C'est extraordinaire. Bon, soyons sérieux. Et ça, si vous voulez, c'est trompeur parce que c'est vrai que ça marche. C'est ça qui est trompeur. Mais ça marche, je m'entends, superficiellement bien sûr, hein, mais ça marche avec tout le monde. Je veux dire, voilà quoi, vous posez la main sur un animal qui a mal, il va mieux. Alors tout cela, alors pourquoi? Alors là, on rentre dans le mécanisme humain et là, c'est toute évidemment une formation extrêmement complète. Mais ce qui est complexe, en fait, c'est que la formation est très simple, en fait. Elle est très simple. C'est nous qui sommes compliqués. Mais pour cette raison que la formation à l'Institut est très simple. Parce que, justement, nous sommes compliqués. Mais quand on démystifie comment tout cela, comme tout à l'heure, je pense qu'on a expliqué quand même assez techniquement la méditation, bah, tout le monde a compris, en fait. Bon, tout simplement. Mais c'est une connaissance. Et alors que les autres, c'est une croyance. Donc une croyance, c'est le seul avantage, c'est que ça n'a pas besoin d'être évidemment crédibilisé ou démontré. Mais nous, on n'est pas dans la croyance, on ne va pas donner une croyance de plus à la personne, mais nous sommes une connaissance de tous ces grands maîtres et de toutes ces pratiques que j'ai faites aussi, et pas en 3 jours. Oui, parce que finalement, quand on est dans la croyance, après c'est croyance contre croyance et ça fait des querelles de chapelle. Alors que quand on est dans la connaissance, par exemple, si on démontre scientifiquement que le corps fonctionne comme cela, que ça plaise ou pas, qu'on soit d'accord ou pas avec ça, de toute façon, c'est factuel. Et voilà, donc à part faire la tête, parce que c'est pas la direction qu'on souhaitait prendre, de toute façon, il ne peut pas y avoir de querelle à ce niveau-là, puisque c'est factuel et c'est démontré. Absolument, tout à fait. Absolument. Donc on quitte aussi ce genre de comportement. De comportement, tout à fait. Oui, donc c'était important d'expliquer aussi la différence entre le Reiki avec l'approche méditative qui est basée sur une connaissance et qui reste démontrable, et le Reiki qui est basé sur une croyance. Et alors là, on peut affirmer tout et n'importe quoi. Forcément, les gens qui croient, en qui ça résonne, diront moi je suis d'accord. Ceux chez qui ça ne résonne pas, ils vont dire moi je ne suis pas d'accord ou je suis d'accord à moitié, j'ai plutôt à cet endroit. Donc c'est sans fin finalement cette histoire. C'est sans fin. Oui. C'est sans fin pour cette raison qu'il y a autant de sites internet que de Reiki. C'est comme si on allait faire du judo, puis il y a le seul judo du fondateur, mais il y a 10 000 clubs et il y a 10 000 pratiques différentes. Oui, c'est aussi ridicule. Oui, parce que tous se réfèrent du même fondateur, mais tous font des pratiques différentes. Oui, absolument. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense. Bon, d'accord.
Alors, justement, Isabelle souhaite savoir en quoi la méditation dans l'archéologie est laïque, si l'origine du Reiki, si le Reiki a pour origine, est d'une origine japonaise en fait. Alors, la méditation, on peut dire que la méditation est plutôt bouddhiste dans le sens où c'est le Bouddha qui a mis ça en place il y a 2500 ans, un peu plus. Mais la méditation existe depuis encore plus longtemps. La méditation, c'est simplement une pratique intérieure qui permet de s'unir intérieurement. C'est en cela qu'elle est laïque, parce qu'elle fait appel à l'être humain, à nous-mêmes, et c'est notre fonctionnement de notre conscience qui le permet. L'être humain, au fur et à mesure du temps, a voulu sortir de ses souffrances. Et voulant sortir de ses souffrances, il a essayé plein de choses. Il a tout essayé, et ça ne marchait pas. Parce qu'il fallait la connaissance, cette connaissance d'union intérieure, de ces trois corps que nous avons, et c'est l'union de ces trois corps qui va permettre une émergence spirituelle. Les trois corps, corps, énergie, esprit. Alors corps, énergie, esprit, que l'on dévoile évidemment énormément, avec tout ce que ça comporte d'énergétique, du circuit énergétique intérieur, pendant la formation. Donc comme le corps est au présent, l'esprit est un peu perché, un peu à droite et à gauche, et l'énergie est très tendue. Le tout, c'est de ramener l'esprit dans le temps présent. On a vu pourquoi tout à l'heure, parce que le passé n'existe plus, alors que nous sommes sans arrêt que dans le passé et dans le futur. C'est le stop intérieur qui permet à un moment donné de se dire, il y a une ouverture. Et dans cette ouverture, je vais mieux. On lâche le corps, et d'un seul coup, je vais mieux. Alors tout ça, ça demande évidemment beaucoup d'exploits intérieurs au niveau de la méditation. Mais certains grands êtres, à force de faire plein de choses et de se fourvoyer dans plein de choses, à un moment donné, ils se sont dit, mais il faut peut-être arrêter tout ça. Mais arrêter quoi? Arrêter le temps qui n'existe pas. Il n'existe pas ce temps, puisqu'il est infini, enfin le temps présent est infini. Donc à partir de ce moment-là, ils ont créé, au fur et à mesure du temps, des grands maîtres ont créé, parce qu'ils sont aussi fourvoyés un peu partout. Puis à un moment donné, ils ont dit stop, il y a d'autres choses qui doivent fonctionner. Et ils ont trouvé cela, c'est-à-dire qu'à force évidemment de travail intérieur, ils ont vu intérieurement que la méditation, c'est-à-dire la partie méditative en soi, qui faisait corps, énergie, esprit, était transformant. Dans notre pratique, c'est transformant. C'est-à-dire qu'on ne revient pas en arrière. Si on a gagné 1 millimètre, on l'a gagné. Et on ne reviendra pas en arrière. Et ça va nous donner une vision beaucoup plus large, au fur et à mesure du temps de méditation, une vision beaucoup plus large de la réalité. Alors évidemment, la méditation est laïque dans le sens, elle fait appel à l'être humain, et non pas à une religion ou à autre chose. Ou à une culture. À une culture ou autre chose. On peut dire que c'est une culture humaine. Qu'on soit japonais, indien, tibétain, français, allemand, etc., l'être humain reste l'être humain. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, le laïque, que ça vient de là. Et à partir de là, quand on est vraiment bien avec soi-même, on va être bien mieux avec le monde. Donc avec sa religion, ou sans, avec ses valeurs, avec son métier, avec sa famille, etc., etc., etc. Donc la méditation est laïque en ce sens, c'est qu'elle fait appel à l'être humain et au fonctionnement de l'être humain. D'accord, donc j'en conclus que en fait, le sens profond de la méditation, ce caractère laïque est le même pour tout le monde, quelles que soient les cultures. Par contre, on peut aussi comprendre que pour que cette démarche soit comprise et peut-être mise en forme par des cultures différentes, il faut adapter des pédagogies, faire des références ou utiliser des métaphores culturelles en fait. Absolument, donc, ça c'est différent. Voilà, d'accord. Donc, mais pour te donner un peu, voilà, si on marquait là, s'il y avait dans cette salle 100 personnes de 100 pays différents, avec des cultures complètement différentes, mais complètement différentes, mais entièrement différentes. Je prends une aiguille, je me lève et je pique tout le monde. Tout le monde dira aïe. Dans une langue différente. Dans une langue différente. Mais en tous les cas, il n'y aura pas plus de, je ne sais pas quoi,
d'énergie du cosmos, que je ne sais pas quoi, il y aura une vision réelle des personnes qui sont en souffrance et qui ne le sont pas. C'est dans ce sens. D'accord. D'accord. Donc finalement, pour bien suivre la méditation, c'est aussi d'avoir une pédagogie qui soit adaptée Ah oui, à sa façon de comprendre, parce que sinon on peut passer à côté du sens profond. absolument. Tout à fait. Dans ces trois corps, corps, énergie, esprit, il est évident que je vais pratiquer évidemment l'union intérieure. Dans cette union intérieure, il est évident que je vais changer. Dans ma pratique, dans la pratique de l'archéologie, il est évident que concrètement, si par exemple j'ai quelque chose que je vois et qui me fait un petit peu de mal, au bout d'un travail non pas intellectuel, mais direct de méditation, à un moment donné, cette chose qui me faisait du mal ne me fera plus de mal. En fait, c'est comme ça. C'est parce que justement, j'aurais fait une transformation intérieure. Et avant, je voyais quelqu'un qui était un peu, je ne sais pas quoi, bousculant, par exemple. Puis maintenant, cette personne ne fait plus rien. Donc, j'ai bien compris, le vécu de transformation sera le même pour tout le monde, car basé sur les mêmes mécanismes. Par contre, les explications données peuvent varier d'une culture à l'autre, tout simplement pour rendre accessible aux personnes de sa culture un enseignement. C'est ce qui, finalement, ça me fait penser à ce que disait Mika Uzui dans le Japon des années 1900. Il disait que le Reiki était une pratique de guérison de l'esprit. Et si tu gardes les mêmes mots et que tu les transposes dans une société médicalisée, comme en France en fait, on peut croire que le Reiki est devenu une pratique médicale, alors que quand on traduit en fait le sens profond de ces termes employés quand on est méditant, ça veut dire que c'est un apaisement du mal-être psychologique en fait. Tout à fait, tout simplement. Donc c'est pas du tout de guérir les gens, mais c'est plutôt dans le sens de les aider à s'apaiser mentalement et à moins souffrir. Oui, souvent des fois les maîtres disent le mot guérison, mais qui n'a pas du tout envie, c'est la guérison du mal-être, la guérison du mal de vivre. Oui, bien sûr, c'est dans ce sens-là, mais c'est pas du tout la guérison dans un sens médical, bien sûr que non. D'accord, très bien. Et puis j'aurais une dernière question avec Sylvie qui nous dit « Je consulte une reikiologue de la FFRT depuis 3 mois. Je vais de mieux en mieux. Mais je ne comprends toujours pas comment ça fonctionne. C'est ma reikiologue qui médite pour moi et c'est moi qui en récolte les bénéfices. Comment est-ce possible ?» Alors évidemment, là on va faire appel à toute notre pratique. Donc je ne vais pas pouvoir l'expliquer ce soir entièrement. Mais en fait, pour faire simple, nous fonctionnons que par résonance. J'ai créé ce mot, non pas moi-même, parce qu'il a déjà été créé, mais disons que le sens profond, c'est celui de l'archéologie. La résonance, nous ne fonctionnons que par résonance. On croit par exemple qu'en allant ici ou là, voilà, la résonance, par exemple, j'aime pas ou je suis indifférent, voilà comment on fonctionne en gros, c'est pour tout le monde pareil. Et non. Parce que, par exemple, si je regarde un tableau, il y en a un qui va dire « Ah, j'aime », l'autre va dire c'est moche ». C'est moche. L'autre, c'est « Est-ce qu'il vit avec cette croûte ?» L'autre « Ah, je me mets un genou devant ». Chacun va avoir sa propre résonance du tableau. Donc, nous ne fonctionnons que par résonance. Là, je prends le côté visuel, mais auditif, c'est la même chose, etc., etc. Et avec les gens, c'est la même chose. Donc, en fait, on a des résonances, on va dire, superficielles. La vue, l'auditif, etc. Puis on a des résonances beaucoup plus profondes. Prenons une résonance très profonde que beaucoup ont et qui aiment bien développer parce que ça leur parle. Ça s'appelle l'intuition. L'intuition est une résonance. Je suis dans un certain contexte et d'un seul coup, il me vient quelque chose à l'esprit. Par exemple, ah tiens, quand même Albert, ça fait 20 ans qu'il ne m'a pas appelé. Et d'un seul coup, le téléphone sonne et c'est Albert qui... C'est ça la résonance. Ça veut dire que, très concrètement, rien de magique. Rien de magique, ça s'explique parfaitement, mais à condition de savoir écouter aussi notre personnalité un peu plus invisible, tout simplement. Donc la résonance, en fait, ça peut aller basiquement, la vue, l'auditif, etc. Et ça peut aller évidemment très 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 loin en soi-même. Un autre exemple, voilà, l'intuition. Et ça peut aller encore un peu plus loin. Donc c'est une question après de résonance méditative, plus profonde.
Et quand je suis dans une méditation beaucoup plus profonde et que je pose les mains sur quelqu'un, la résonance se fait et la personne tombe dans sa propre méditation. Donc elle va dans sa résonance de profondeur dont tu nous parlais à l'instant. Absolument. Donc ce n'est pas moi qui travaille à sa place, et bien sûr que non. Qui je serais pour ça? Même le Dalai Lama ne peut pas. Il faut arrêter les fantasmes. Mais c'est ça qui est absolument merveilleux, c'est-à-dire qu'en posant les mains, la personne tombe dans sa propre méditation et fait un travail de méditation accompagné, et c'est là tout le sens aussi. Il y a évidemment beaucoup de travail en récréologie. Oui, à condition de savoir méditer correctement, à condition de poser les mains d'une certaine façon, puisque ça correspond aussi à un circuit énergétique qui permet cette résonance. Absolument. Donc c'est pas juste quelque chose qui non, s'apprend c'est pas juste poser les mains comme ça heures, et méditer. Oui. C'est pas, ça c'est la base, si Oui. tu veux, mais c'est extrêmement beaucoup plus difficile et beaucoup plus profond, bien sûr, à effectuer. Donc finalement, le récréologue est un accompagnant. Il ne fait pas pour la personne, mais il l'aide à faire, en fait. Bien sûr, c'est un accompagnement de la relation d'aide pour la personne. Dans les hôpitaux, c'est la même chose. Quand on a travaillé en oncologie pédiatrique, évidemment, ce n'est pas nous qui soignons, d'abord c'est le corps médical, mais nous les accompagnons dans cette méditation. Pour finalement qu'ils aillent chercher en eux leur propre potentiel. Leur potentiel, tout à fait. Et c'est ça l'art de la récréologie, c'est que la personne, en posant les mains, en méditant d'une certaine façon, la personne va chercher tous ses potentiels dont elle a besoin, elle-même avec elle-même. Oui, finalement, il n'y a aucune intrusion. Aucune intrusion. Dans la vie de la personne, en lui dictant des choses, en lui conseillant de faire des choses. Surtout pas. Voilà, Surtout pas. On l'aide à y voir plus clair en elle, finalement. On aide à qu'elle soit cohérente avec elle-même. D'accord. C'est ça l'intérêt. Que la personne, elle peut vivre n'importe comment, n'importe quelle façon. Elle peut être ultra religieuse, ultra athée, elle fait ce qu'elle veut. C'est est-ce qu'elle est cohérente avec elle. Le tout, c'est qu'elle soit bien, finalement. Qu'elle soit bien. Qu'elle soit bien est-ce avec qu'elle est elle-même. cohérente avec elle. Exactement. Très bien. Et dès qu'on commence à, évidemment, à critiquer un peu les autres parce qu'on n'a pas les mêmes traditions, les mêmes religions, etc., ça veut dire qu'on est mal avec ça. Parce que sinon, on ne s'en occuperait pas, tout simplement. Ça ne pose pas de souci. Que la personne, elle aime, je ne sais pas moi, les frites et l'autre les carottes râpées, que ça ne nous empêche pas de faire un bon repas ensemble. Il est où le problème? Mais il faut absolument que les gens aiment les frites ou les carottes râpées. Mais il est où mon problème? Je ne comprends pas. J'ai du mal à comprendre. Très bien. Voilà. Bah, écoute, j'en ai fini avec mes questions. Donc, ce que l'on va vous proposer maintenant, c'est un petit exercice de méditation, puisque il peut arriver que le soir, on a un peu de mal à s'endormir, en fait. Oui, ça arrive. C'est rare d'avoir des pensées qui tournent le soir, par exemple, avant de s'endormir. Donc, ce qu'on souhaitait, c'est que tu nous montres un petit exercice simple à faire, que chacun à la maison pourrait reproduire pour un peu lâcher. Sa journée, déjà. Voilà, lâcher un peu avec les tensions de la journée. Alors, oui, on va faire un petit exercice assez simple, en fait, et assez pratique. On peut se mettre carrément dans son lit, on peut être allongé par exemple. Là on va le faire assis évidemment, mais on peut être allongé, on peut être aussi sur le bord de son lit, tout simplement, assis sur le bord de son lit. Le tout c'est de savoir ce que l'on va faire. En fait on va simplement tendre les muscles, parce que les muscles sont déjà tendus en fin de journée, même des fois au début de journée. Les muscles sont tendus. Mais si je les tends encore un peu plus et que je lâche, le lâcher-prise est plus simple et plus facile. Donc ce que je vais faire, je vais respirer par 3 fois, c'est-à-dire une fois ici, une fois là et une fois là, et tendre les muscles. C'est-à-dire que je vais tendre les bras comme si mes bras allaient toucher le mur d'en face. Il faut que j'aille de grands bras. Tu as le bras long alors. Il faut avoir de très très grands bras, mais de pouvoir toucher le mur d'en face avec les pieds. Donc on est comme ça, on tend ici, là, et à un moment donné on lâche. Voilà. Et là, on va ressentir la détente. On le fera 3 fois. Rapidement, ça ne prend pas beaucoup de temps. 3 fois rapidement. Donc, on va toujours inspirer. 3 fois, on tendra ici, bien, et on lâche. 3 fois comme ça. Une fois que ça sera fait, donc déjà, on aura déjà
le sens de la détente, on mettra simplement les mains au niveau du front, enfin des yeux plutôt, enfin front et des yeux. Ensuite, au niveau de la gorge, du centre de la poitrine, au niveau du ventre et du bas-ventre. Voilà. Le Tout ventre, simplement. le nombril. Hein. Le nombril, bien sûr. Et le bas-ventre après. Et à ce moment-là, après, on pourra s'endormir si on est allongé. On peut dormir aussi assis, mais enfin, il vaut mieux après s'allonger, bon, tout simplement. Oui. Je me permets de te poser une question. Quand on pose les mains ici, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Alors, je l'ai expliqué justement pendant la méditation. Nickel. Les femmes sont très pratiques. Mais oui, Absolument. forcément. Très bien. On essaye par 3 Allez, fois. on y va. On inspire vraiment grandement intérieurement. On tend. Ah, on lâche bien. On lâche vraiment. On lâche parfaitement le corps. En fermant les yeux, on s'aperçoit intérieurement que quelque chose se passe. On recommence une deuxième fois. On inspire. On tend. Ah, on lâche. À l'écoute de mon corps, quelques instants. Troisième fois et dernière. Ah, je lâche. En même temps, je vais mettre les mains maintenant au niveau des yeux, du front. Et je reste sur le contact des mains. Je détends bien mon corps. Je ressens une ouverture. Je reste dans cette ouverture. Le contact des mains ressenti. Juste posé. Puis je descends les mains au niveau de la gorge. Je continue la même méditation. Je ressens le contact de mes mains avec la gorge et je relâche le corps. Je reste dans cette ouverture. Au niveau du cœur, la même chose, contact des mains avec cette partie. Je lâche le corps. Je reste dans cette ouverture intérieure. Au niveau du ventre, au niveau du nombril, contact du corps, contact des mains avec le corps, et je relâche le corps. Je reste dans cette ouverture, avec le contact au niveau des mains et le corps. Le bas-ventre, de la même façon, je prends contact avec le corps au niveau de mes mains. Je relâche le corps,
tous les contours du corps. Je reste dans cette ouverture. Si je suis allongé, je peux m'endormir sans problème. Voilà. J'ai passé assez vite, mais on peut prendre 1 minute ou 2 par point, tranquillement. D'accord. Ça peut faire entre 5 et 10 minutes de méditation, et qui permettent de s'apaiser, de se recentrer pour mieux s'endormir. D'accord. Donc pour résumer, on tend les muscles pour aider à se détendre. C'est ça. Et puis derrière, quand on pose les mains sur ces 5 points du corps, on reste simplement avec la sensation du contact. Voilà. Et le corps détendu. D'accord. Parce que quand on détend le corps, l'esprit se détend. Donc plus on détend le corps, plus l'espace intérieur prend place. Et plus on reste là, dans la sensation. Très bien. Voilà. Bien. Bon. Eh bien, on va vous quitter pour ce soir. On va enchaîner sur une séance de Reiki sur soi avec les personnes qui sont là et puis qui ont été formées à cela. Mais pour tous les internautes, merci de nous avoir suivis ce soir. On vous souhaite une excellente suite de soirée et puis à très bientôt pour une autre conférence. Bonne soirée à tous. Merci Estelle, merci à vous tous et merci aussi à ceux qui sont venus ce soir. Une excellente soirée et une très bonne nuit. À bientôt. À bientôt.